Bonjour Jean-Michel. Oui, bonjour à toutes, à tous, bonjour à vous, chère Stéphanie, bonjour à à notre auditorat en général. Vous vouliez parler de François Bayrou et vous avez des choses à dire, pas forcément On a, favorables. on a toujours à dire à propos de ce monsieur qui est incapable de terminer ses phrases. Je ne sais Mhm. pas s'il est atteint de sénilité précoce, mais les humoristes l'ont déjà relevé. Il lui faut un mois pour terminer une phrase. Alors, il a une idée géniale, ce brave Bérou. Il veut nous faire un référendum sur je sais pas quoi. Son référendum, c'est pas sur l'immigration, non. Euh, je- et pendant ce temps-là, il y en a qui veulent mettre la proportionnelle qui pousse à la roue. Alors, un peu plus, un peu moins de proportionnelle. Enfin, c'est une façon de gagner du temps, hein. On bavasse, parce que le référendum sera à l'initiative de Monsieur Macron, qui lui va faire aussi traîner les choses, puisque la politique de Monsieur Macron, c'est la politique de la montre. Hein, c'est le maître du temps, avait-on dit, et donc ce qu'il veut, c'est arriver sur la ligne de 2027. Je ne sais pas s'il voudra se représenter, mais ça doit le turlupiner quelque part. En tout cas, bon voilà, Monsieur, on ne fera noter que Monsieur Bayrou veut faire un référendum, mais jamais, jamais, ça ne sera pas sur l'immigration évidemment, sur une question fondamentale qui engage l'avenir du pays. Alors, je viens de vérifier, hein, il me semblait, il veut faire un référendum sur le budget. Oui, comment te soutirer 40 milliards? Mais enfin, on l'a dit, qu'on ferme les robinets de l'immigration clandestine et de l'immigration tout court. C'est 520 000 immigrés légaux qui sont entrés dans ce pays. Pour les métiers en tension, il est clair que les bistrotiers et les restaurateurs ont besoin de gens pour faire la plonge dans leur cuisine, pour faire la cuisine tout court, et qu'il n'y a personne en France qui serait compétent sur les 6 millions de chômeurs que compte la France. Mais le but de la manœuvre, c'est d'envoyer les Français en vacances perpétuelles, de les dissuader de travailler, de les rémunérer à domicile, travail à domicile, hein, et puis de faire venir des immigrés pour boucher les trous. Mais c'est une nouvelle forme d'esclavagisme, on ne le dit pas, parce que ces immigrés qui prennent tous les petits boulots dont soi-disant les Français ne veulent pas, c'est se foutre de la gueule du monde. On n'a qu'à mieux payer les Français, réduire les charges sociales, surtout pour les patrons, supprimer les charges sociales des patrons, Mhm. remplacer ça par des cotisations volontaires, des assurances privées et autres, et vous arrivez presque à doubler le salaire des employés français. C'est peut-être, alors sans parler de le doubler d'un seul coup, il s'agirait de le revaloriser, que les Français soient mieux payés, ils seraient moins absentéistes peut-être au travail, puisqu'on sait que les Français battent tous les records en matière de congés maladie, par exemple, plus de 20 jours par an. 5 semaines de congés payés, un jour de... Voilà. Et on travaille pendant 2 ans. Au bout de 2 ans, on s'inscrit à Pôle emploi et on a encore une année sabbatique devant soi. Pour les jeunes gens, c'est parfait puisque on ne travaille plus pour être inséré dans la société, pour avoir encore une fois, sa fonction sociale, participer à une communauté, on travaille pour gagner uniquement de l'argent. Donc, cette immigration est une main-d'œuvre pas chère et permet de maintenir des bas salaires. En fait, c'est une... Voilà, et de renvoyer, de dissuader les Français de travailler, puisqu'on veut les remplacer. Voyons, hein, Mhm. c'est un populicide déguisé, clandestin. La population est vieillissante, les jeunes voyagent ou font la teuf, mais il paraît que le mot il est passé, hein. Et donc pendant ce temps-là,
les rangs, écoutez, si vous venez à Paris, vous êtes à Paris, montrez-moi où il y a encore des Français au travail. Il y a plus que ça. Au-delà de l'immigration, cette gabegie, c'est surtout peut-être l'argent qu'on envoie dans des pays, notamment l'Ukraine. On n'est pas obligé de financer la guerre et les massacres ukrainiens, les grands carnages. Il y a également l'immigration est intéressante parce que j'ai cru comprendre que l'argent qui est envoyé par les immigrés, ce qui est bien, c'est une façon d'aider le tiers-monde à rester sous-développé. Cet argent est détaxé, il est non imposé, et il y a des milliards et des milliards qui s'évaporent, parce que je ne dis pas qu'il ne faut plus avoir d'immigrés en France, mais enfin, là, le vase déborde. C'est clair, c'est net. Et le vase France, lui, il fuit de tous les côtés. Il n'a pas de fond. Hein, c'est un tonneau des Danaïdes. Mais regardez la belle tête d'intellectuel de Monsieur Bayrou. Il a été, je crois, je ne sais pas s'il a agrégé de lettres classiques. En tout cas, enfin bon, ça se reflète pas sur son visage. Mmh. Donc, vous pensez que ce référendum, c'est plutôt un chiffon agité pour occuper les esprits? Un artifice de communication, c'est ce qu'écrit votre Monsieur Romain Herreros. Herreros, c'était des tribus amérindiennes, je pense. Enfin, bon, du temps de la Conquista. Pas de la reconquista, mais de la conquête du Nouveau Monde. Un artifice de communication, oui, c'est pour balader l'opinion. Vous savez, quand on a des chiens, on leur jette un os à ronger. Voilà, on a peut-être terminé avec Monsieur Bayrou. Oui, bien sûr, nous allons aller dans un pays voisin, enfin quasiment voisin, la Roumanie. Que se passe-t-il là-bas? Nous sommes très inquiets. Alors, je rappelle, chère Sylvie et chers tous, que le roumain, c'est quasiment du français. Hein. C'est une langue roumaine, langue romane. Latine. Vous savez, si vous regardez bien l'espagnol, le portugais, vous arrivez presque, surtout le portugais peut-être à le lire, à l'entendre et à le parler, c'est autre chose. Le roumain, c'est la même chose. C'est le vieux socle des langues romanes. Donc, culturellement, ils sont assez proches de nous. Alors, il faut savoir que Monsieur Simonescu, qui était le candidat officiel, soutenu par l'Union européenne, Madame von der Leyen, n'est même pas arrivé au second tour. 40,5% des suffrages, et j'imagine que tout a été fait. Alors, j'ai pris, puisqu'on parle de fake news, c'est-à-dire d'informations falsifiées, de fausses nouvelles, loi Pâté en France. Il existe une loi pour sanctionner, pénaliser, punir les fausses nouvelles. Et bien, nous avait dit que Monsieur Georgescu, Călin Georgescu, qui a été retoqué, dont on a annulé le premier tour il y a quelques mois. Puis on l'a déclaré inconstitutionnel, enfin sa candidature, enfin tout a été fait pour l'écarter, c'est-à-dire qu'on a fait, Madame von der Leyen y avait fait plus qu'une allusion, très explicitement, avait dit que non, c'est Monsieur Jean-Michel, c'est Thierry Breton qui avait dit nous avons les outils. C'est pas Jean-Michel Apathy, ça pourrait être lui. Nous avons les outils. Et Madame von der Leyen a dit nous avons un bouclier démocratique. Bon, il faut croire que les Roumains ont réitéré errare humanum est, perseverare diabolicum. Alors, les Roumains sont-ils diaboliques? Là, on voit la photographie associe Georgescu et Georges Simion, le chef du parti. Bon, ça veut dire que les Roumains persévèrent dans l'erreur et en tout cas dans leur trumpisme, puisque Simion se déclare admiratif de l'illibéral Trump. Illibéral, je vous traduis le terme, hein, c'est non libéral, mais ça veut dire fasciste, quoi, en langage éveillé. Ils veulent plus de guerre, ils veulent pas entrer dans la guerre, ils veulent pas être fâchés avec leurs voisins russes, et ils veulent être souverains.
et à l'occasion, pas trop woke. Voilà, pas trop éveillé, si vous préférez, c'est-à-dire pas trop. Ils ne veulent pas que. Ils seraient peu favorables à voir la papabillée colorée en rose en tête de la Gay Pride. Mais eux ne sont pas comme Monsieur Macron, ne vont pas se mêler de l'élection du nouveau pape. Bon, voilà, donc la Roumanie est dissidente, là tout le monde la ferme. Là on avait dit pour Georgescu, c'est ça, c'était intéressant, je parlais de fake news, j'avais pris France Culture, ça descend, et Radio France Internationale aussi, ça a été une grande radio à une certaine époque, nous a dit que Georgescu était passé grâce à une campagne TikTok, et que c'était une attaque, une cyberattaque de la part des Russes. Alors là, j'étais sur mes fesses, grâce au ciel. Je suis tombé de mon siège. Officiellement, très officiellement, la campagne TikTok, il y en a bien une, a été engagée par justement le parti au pouvoir pour casser l'électorat. Donc, en faisant monter artificiellement le parti Les Nationalistes, ce qu'a fait M. Mitterrand avec M. Le Pen à une certaine époque. On a, dans une voiture, on a un frein et un accélérateur. Alors, un coup, on pousse sur l'accélérateur, on fait monter Le Pen, on fait monter le parti, mais il faut pas aller trop vite, alors il faut freiner. Et après, on trouve une bonne affaire pour redescendre à des niveaux d'audience ou d'influence plus raisonnables. Donc, ils ont été pris à leur propre piège avec leur campagne TikTok. C'est officiel, ça a été reconnu, établi. Eh bien, non. France Culture, Radio France Internationale, tout le monde continue à dire que la campagne TikTok, ça aurait pu être les Chinois. Non, non, c'était les Russes. Ont voulu s'ingérer. Ben là, ils ne se sont pas ingérés. Il n'y a pas eu de campagne TikTok. Donc, ils sont pris à leur propre piège, mais comme l'esprit, l'opinion et l'esprit de l'opinion est lavé, lessivé à grandes eaux à chaque seconde, les gens oublient ces mensonges et on passe au mensonge suivant. Voilà. Donc là, c'est mal parti pour les européistes. Et ça rejoindra le groupe Fico, c'est-à-dire la Slovaquie, le groupe Orban. Enfin, je note que M. Orban, c'est peut-être le sujet suivant, ne sera pas le 9 mai au grand ressouvenir, commémoration de la victoire. Nous, c'est le 8 mai, eux, c'est le 9 mai de l'Union soviétique sur l'Allemagne nazi. Avant de passer au 9 mai, on pourrait peut-être rappeler à nos spectateurs que la Roumanie est un État situé à un endroit stratégique sur l'échiquier géopolitique pour l'OTAN, du point de vue de l'OTAN vis-à-vis de la Russie. Ah ben nous y avons des forces. Nous avons quelques centaines d'hommes qui sont prépositionnés. C'est effectivement dans un dispositif qu'on appelle en anglais containment, c'est-à-dire d'endiguement, de contention, d'encerclement de l'espace eurasiatique et de la Russie, à commencer par la Russie. La Roumanie est un pion sur l'échiquier, un pion important. Mais enfin, ils font tout aussi sous de la gueule du monde, hein, les gens de Bruxelles. En parlant de se foutre de la gueule du monde, que va-t-il se passer Alors, on aura quand même le président Xi, le chinois, c'est pas rien, c'est plus d'1 milliard d'hommes. Le président indien Modi ne sera pas là, mais il envoie son ministre de la Défense. On aura le président Lula, donc le Brésil, c'est un gros morceau dans les fameux BRIC. On aura le Slovaque Fico, on aura le
Loukachenko, le Biélorusse, je pense, mais on n'aura pas Monsieur Orban. Alors Monsieur Orban a dû peut-être négocier ça, parce que vous savez, la marge de manœuvre de ces hommes d'État qui sont, je dis pas qu'ils ont le cul entre deux chaises, mais ils sont entre le marteau et l'enclume. Orban ne peut pas se fâcher complètement avec les Européens de Bruxelles, avec les européistes, avec la troïka européiste, et donc il n'y sera pas. Alors pourquoi n'y aura-t-il pas tout le monde? Parce que Monsieur Zelensky, qui est un brave homme, a fait un chantage en disant oh là là, souvenez-vous de ce qui se passe, des attentats. On a le bras long, on peut vous envoyer des drones, placer des bombes, des commandos. Des commandos daguestanais qui viendront vous mitrailler. Enfin, vraisemblablement non. Mais enfin bon, les drones maintenant font peser une réelle menace. Donc il y a un certain nombre de petits chefs d'État qui se sont désistés ou qui ont déclaré forfait pour cette menace. Alors ce qu'il faut retenir, et ce sur quoi il faut insister, c'est que M. Zelensky permet de faire peser une menace terroriste. Et on ne dit pas que les chefs d'État, Loukachenko, Lula, sont des cibles légitimes dans le cadre de l'affrontement entre la Russie et l'OTAN par le truchement de l'Ukraine. Monsieur Zelensky devrait être banni et pourchassé par la justice internationale pour apologie du terrorisme et soutien du terrorisme. Hein. Souvenez-vous, cette salle où il y a eu quand même une centaine de morts, cette salle de spectacle pour un cancer, j'ai oublié le nom du lieu, du nom de la salle, j'allais dire ces Israéliens. Ah oui, le concert du Crocus City Hall. Je cherchais. Non, ces gens sont terrifiants. Un instant de remembrance. Remembrance, c'est de l'anglais, mais c'est aussi des poèmes de Verlaine. Et pour Madame pour Miss Platonova, la fille de Platon, Daria Dugina, qui a sauté avec sa voiture, mais combien d'autres attentats ces temps derniers sont des généraux, et notamment des généraux spécialisés dans la guerre ultramoderne des drones qui ont été tués. Alors on peut dire que la presse occidentale parle de cibles légitimes. Non, ce sont des actes terroristes. Après tout, les Russes, s'ils le voulaient, auraient pu tirer sur la Rada, sur le Parlement, avec un missile hypersonique, ou isoler, identifier M. Zelensky, l'éliminer, faire une frappe de décapitation. Les Russes se contentent de tirer sur les concentrations de mercenaires occidentaux, mais ne sont pas des mercenaires de petits rangs, sont des mercenaires, ce sont des officiers, voire des officiers supérieurs, américains, allemands, anglais, français, qui de temps en temps ramassent un peu l'eau. Ils n'ont rien à faire dans cette galère. Il faudrait le rappeler. Je déplore la mort de ces hommes, bien entendu. Ce sont la France, quand il s'agit de Français, perd des cadres, j'imagine, d'un haut niveau. Il faut des années et des années pour former des hommes. Et les hommes, ça ne se trouve pas sous le sabot d'un cheval, sous le pas d'un cheval. Hein. Il y a que les imbéciles qui disent les cimetières sont remplis d'hommes irremplaçables. Ben oui, il y a des hommes qui sont irremplaçables. Je crois que 2 siècles après, on n'a toujours pas remplacé Mozart. Les ingénieurs, c'est pourquoi d'ailleurs le terrorisme ukrainien s'attaque à des généraux qui n'ont pas, qui dirigent, qui organisent, qui n'ont pas partie prenante directement dans le conflit. Mais ils s'en vantent et tout le monde trouve que c'est bien.
Alors, la guerre terroriste, il faut en conclure que la guerre terroriste fait partie de la 5e ou de la 6e dimension de la guerre moderne et que c'est quelque chose de tout à fait normal. Alors qu'on ne vienne pas se plaindre, que des djihadistes viennent porter la mort et la désolation chez nous aussi à l'occasion. Mais on peut penser, j'ai écrit un livre autrefois qui s'appelait Les fiancés de la mort. Sur les stratèges de la peur globale. Hein. C'est géostratège. C'est un livre qui a fait un peu de bruit, mais de façon très restreinte, dont je vous recommande la lecture. Le terrorisme, depuis longtemps, est comme il y a un darknet, il y a la dimension cachée de la guerre des blocs et de la guerre tout court. Ça n'arrête pas aujourd'hui. Les affaires reprennent. Tout est question de manipulation du langage, effectivement. Pour en revenir au droit international, vous vouliez faire un détour par le drame qui se produit et qui se déroule. Le droit international, il est enterré. C'est le premier cadavre qui se trouve sous les décombres de Gaza. Alors Israël vient d'annoncer, là je vois sur le télégramme, va renforcer son offensive. Non, Israël vient d'annoncer la fin de Gaza après 2 mois de blocus, donc une offensive générale, démantèlement de Gaza, occupation générale de Gaza, conquête. Le mot de conquête et d'invasion, les mots de conquête et d'invasion ont été utilisés au moins de façon filigranique, mais bien réelle. En contrepartie, on annonce qu'on va envoyer un petit truc aussi pour que les gens ne meurent pas complètement de faim, qu'on n'arrive pas comme dans les camps allemands à la fin de la guerre en trouvant que des cadavres. Il faut dire que 2 mois, c'est 2 mois de blocus intégral, pas d'eau, très peu d'eau. Le programme alimentaire mondial, le PAM, arrive au bout de ses distributions de farine, il n'y a plus rien à manger. Pas de vivres, pas de médicaments. Je crois que c'est la situation. On tombe sous le coup, évidemment, c'est un crime de guerre, mais crime de guerre étendu à toute une population, c'est-à-dire que ça entre dans le cadre juridique de la pratique génocidaire. Alors je dis pas génocide, mais enfin si, il y a épuration ethnique, si vous voulez utiliser un mot plus aimable. Et là aussi, le fait le fait notable, c'est le silence effrayant, effarant de la communauté internationale. Alors, il y en a, aux États-Unis, c'est malheureusement les gauchistes qui sauvent l'honneur en rappelant que quand même l'affaire de Gaza restera une tâche sur ce premier quart du 3e millénaire. Je crois que c'est proprement effarant. Il n'y a pas de mots. C'est ineffable, indicible. Il n'y a pas de mots pour qualifier ça. Et on va les laisser faire. Mais on parle de dizaines de milliers de réservistes rappelés. Je crois que c'est pas rien. Je crois que c'est 200 000. Alors ils seront pas tous en première ligne au combat parce que les familles ne seraient pas contentes. Que vaut-il mieux être dans un tunnel, être otage dans un tunnel, et je dis pas chouchouter ni choyer, les mots seraient excessifs, mais bien entretenu par les gens de la résistance de Gaza. Alors, la résistance de Gaza, ce sont les terroristes du Hamas, mais il n'y a pas que. Ou être dans les prisons israéliennes, les 4 ou 5 000, j'entendais hier un spécialiste parler de 10 000 prisonniers. Mais d'un côté, on a des prisonniers qui sont des prisonniers administratifs, qui n'ont pas eu de jugement, et puis les 40, 50, 80 otages israélien. Alors d'un côté, donc, c'est bien une guerre sémantique, on a des otages, c'est affreux, on a pris des otages, et de l'autre côté, on a 4 ou 5 000 prisonniers qui sont des prisonniers, comme s'ils avaient sont des gens qui ont été des enfants, des gamins, des femmes qu'on a raflés chez eux au besoin et qui sont incarcérés dans des conditions. Là, c'est curieux, la Croix-Rouge ne va pas faire d'enquête, elle devrait bien, ce serait son rôle, d'aller voir comment sont traités. Mais ceux qui sortent, puisque vous savez, quand il y a des échanges, ça n'interpelle personne. On échange 5 Israéliens contre 400 Palestiniens.
Ça vous donne la proportion de ce qui se trouve, de qui se trouve et ce qui se trouve dans les géoles israéliennes. Voilà. Et en général, ceux qui sortent de ces fameuses géoles ne sont pas dans un état sanitaire brillant, reluisant. Alors, il y a des gens qui sont résilients et qui veulent pas lâcher le morceau. Ce sont les Yéménites qui ont visé l'aéroport Ben Gurion. Alors, j'adore les reportages. On nous dit qu'il n'a été fermé que quelques instants, quelques instants. Ça veut dire que c'est rien du tout. C'est un petit qui est tombé, mais non, ça a été balancé depuis le missile, depuis le Yémen, pardon, c'est assez loin le Yémen, avec une certaine précision, même si le missile est tombé à côté des pistes, s'il a fait un gros trou, ça veut dire qu'Israël est toujours, et que le dôme de fer, et Dieu sait que Ben Gurion doit être protégé par des missiles patriotes, que le missile est passé à travers le filet, le filet de ce dôme de fer. Il y a 3 couches successives de protection. Et un missile patriote, ça coûte très cher, ça coûte plus d'1 million ou 2 millions de dollars. La défense aérienne, ça coûte cher aussi. C'est-à-dire que les Yéménites, encore une fois, sont résilients, ne lâchent pas le morceau. Vous savez que c'est eux qui ont détourné par leurs actions de piraterie, mais je mets piraterie entre guillemets parce qu'ils ne tuent pas les équipages comme les anciens pirates le faisaient, des équipages des bateaux commerciaux, des porte-conteneurs qui transitent par la mer Rouge. Et ils occupent plus de 100 km de littoral, donc ils ont les moyens avec des drones, tout le monde a vu les images d'une attaque et largage d'hommes par hélicoptère de ces fameux Houthis. Il faut dire que les Houthis ont défait les Saoudiens, les Arabes, qui étaient aidés à l'époque d'ailleurs par les Français. Il y avait déjà des canons César à l'œuvre contre la rébellion Houthi qui tient le Yémen. Il y a des images impressionnantes. Ceux qui veulent aller y voir sur la toile, où on voit des foules, c'est 300 000, 500 000 Houthis qui sont rassemblés. C'est une nation en armes, une nation militante, et elle n'intervient qu'en raison qu'à cause de la situation à Gaza. C'est pas une attaque dirigée contre Israël, qui vise Israël en tant que tel. Les Houthis ne veulent pas rejeter les Israéliens à la mer. Non, mais ils voudraient que l'étau se desserrât sur les populations gazaouis. Alors on a menacé, là M. Netanyahou vient de dire qu'il paierait au centuple, au millituple, et peut-être M. Netanyahou cherche un prétexte pour jeter l'Amérique dans la bataille contre l'Iran, puisque c'est l'Iran qui probablement a fourni le missile qui a touché Ben Gurion, l'aéroport, à ces mêmes outils. Donc, le grand rêve, c'est de faire la guerre. Le grand rêve je dis de Tel Aviv, mais ils sont à Jérusalem maintenant. Enfin, je sais pas très bien où ils sont. Enfin, leur capitale, c'est Jérusalem, puisqu'ils annexent tout. Mais pas encore tout à fait Jérusalem-Est. Il reste quelques Palestiniens à Jérusalem-Est. Et bien, ça serait d'en découdre avec l'Iran, mais c'est un gros morceau, l'Iran. Et l'Iran est allié maintenant avec la Russie et d'engager les Américains dans cette guerre. Alors, j'espérons. L'entourage de M. Trump, je termine ici, avait parlé d'une attaque terrestre chez les Houthis, mais enfin bon, alors là, ça sera l'Afghanistan, ils sont pas chez eux, les Houthis sont capables de marcher pieds nus dans le sable et la caillasse,
et se contenteront d'une tasse de thé et de quelques dates. Ce qui n'est pas le cas du soldat américain qui a besoin de son oléoduc, c'est pas de l'huile, mais de son pipeline. Pipeline, c'est un mot français, ça veut dire ligne de pipe. Pipeline de Coca-Cola, sa douche tous les soirs, c'est 5 litres d'eau minimum par jour. Donc, il vaudrait mieux que les Américains n'aillent pas lancer une attaque. Ça se terminera comme en Somalie. Je vous renvoie au film de Ridley Scott, le Faucon Noir. Ça s'est mal passé en Somalie. Hein. Ils sont repartis aussi. Les Américains ne sont pas faits pour ce genre de guerre. La guerre aérienne, c'est bien. Les B-52 et les tapis de bombes, c'est parfait. Mais la guerre au sol, c'est pas leur truc. Ça demande peut-être plus de courage d'affronter l'ennemi en direct. Oui. Vous avez fait le tour de l'actualité géopolitique. Un grand merci, Jean-Michel Vernochet. Nous allons accueillir avec nous tout de suite via un breton, Christophe Tricard. Alors, je vais donc accueillir Christophe qui va se présenter. Vous ne vous connaissez pas tous les deux, je crois d'ailleurs. Non, mais je vais vous laisser. Mais bonjour Christophe. Bonjour Jean-Michel. J'aimerais beaucoup pouvoir lire, si vous me faites cadeau d'un exemplaire de votre bande dessinée qui me semble extrêmement prometteuse. Ok, vous me laisserez vos coordonnées en fait. Hein, donc voilà. Bon. Eh bien, écoutez, bonne émission. Merci à Stéphanie. Au revoir à tous et à toutes. Et je retrouve Stéphanie ce soir à Géopolitique Chez Mike Borowski sur Géopolitique Profonde, ce soir en direct. À 19h. Voilà. Christophe, j'espère que, je ne sais pas où vous êtes dans la région parisienne, que… Non, moi j'ai la chance d'être dans le Finistère, pas loin de la mer, il fait beau. Ah, vous en avez la chance. Tout est beaucoup plus serein. Et puis, moi, je vous envoie plein de soleil, hein, donc il n'y a pas de problème. C'est très, très, très gentil à vous. Mais j'espère qu'on aura l'occasion quand même de se rencontrer. Ok, merci. Bonne journée. Peut-être par un ami commun, Ronald Guillaumont, de profession gendarme, que je salue ici d'ailleurs. Oui. Stéphanie vous donnera à votre éditeur mon adresse pour me faire parvenir votre… Ok, je suis auto-éditeur, hein, vous savez, c'est moi-même, hein, parce que j'expliquerai. C'est pour ça que, vous savez, dès que vous… C'est très courageux parce que ça coûte cher et ça demande beaucoup d'efforts. Mais nous en sommes réduits à ça parce que les éditeurs ne veulent plus entendre parler de nous. Oui, c'est-à-dire qu'ils ne prennent pas de risques et puis surtout, même ceux qui sont idéologiquement, politiquement engagés, ça reste quand même des marchands de papier, quoi. Ce sera le mot de la fin. Et haut les cœurs. Merci Jean-Michel. Haut les cœurs. Amitié. Merci. Au revoir. Bonne journée. Au revoir. Bonjour Christophe Tricard, donc bienvenue sur Tribune Libre. D'abord, on va évacuer la blague sempiternelle sur votre nom de famille. Vous portez un nom assez rigolo. Est-ce qu'on vous parle régulièrement de votre nom de famille? Oui, en fait, comme je suis dans l'humour et puis dans la formation aussi sur l'humour en entreprise, donc ça va de pair, quoi. Il n'y a pas de problème. Et pourtant, je n'ai pas choisi, hein. C'est comme ça, c'était prémonitoire. Oui, tout à fait, oui. Voilà. Est-ce que vous pourriez vous présenter un peu avant de parler de l'IA, cet autre sujet qui nous préoccupe? Alors moi, je suis donc dans le livre et la BD depuis à peu près 30 ans, parce que j'ai donc à mon actif à peu près 42 livres et BD, quoi. J'ai même été éditeur de livres, donc c'est un domaine que je connais bien, quoi. C'est vrai que pour amener aussi une petite boutade, c'est comme une activité à la page pour moi, quoi. Donc voilà, donc c'est tout un domaine que j'aime, que j'adore. Vous souhaitiez nous parler de votre dernier ouvrage, auto-édité, L'intelligence artificielle s'amuse. Est-ce que vous pourriez nous en dire 2 mots? Pourquoi cet ouvrage? Pourquoi l'intelligence artificielle? Alors moi, il y a 2 ans, j'étais un petit peu comme tout le monde, quoi. Je croyais la propagande médiatique en disant oui, l'intelligence artificielle va nous aider, il n'y a que des avantages, quoi. Et puis un jour, sur une radio tout ce qui est plus officielle, j'ai entendu quelqu'un qui était un petit peu critique, un grand chercheur, et là je me suis dit waouh, il y a peut-être quelque chose à creuser, quoi. Donc je me suis
informé, quoi, avec les rares sites internet un petit peu critiques ou associations, quoi. Et puis là, j'ai vu quand même que il y avait des super dangers, quoi. Donc je me suis dit, je vais créer une bande dessinée, quoi, pour informer d'une manière ludique. Et donc on a déposé avec l'âme, le dessinateur, des tas de dossiers chez les éditeurs. Et à notre grande surprise, on nous a même dit que c'était un sujet politiquement incorrect de se moquer et puis de révéler certaines choses. Donc, l'idée en breton téméraire et résistant, on a eu l'idée de l'auto-éditer. Ça vous fait peur, l'IA? Vous pensez que l'intelligence humaine peut être d'autant réduite? Oh bah oui, c'est évident, quoi. C'est-à-dire que au-delà, quoi, des petits gains, des petits, c'est que elle peut altérer déjà le sens critique des jeunes. Ça, c'est vraiment une grosse menace aussi, priver de beaucoup d'emplois, quoi. Et c'est plusieurs centaines de millions, quoi. Et c'est pas moi qui le dis, c'est même le FMI, quoi. Ça peut être aussi un biais aussi de corruption accrue, quoi, et aussi une menace pour nos libertés, pour l'environnement, quoi. C'est vrai qu'il y a vraiment beaucoup de dangers. Vous pensez que ça peut être aussi un outil politique? Bah oui, ça c'est sûr que ça peut servir, quoi. Donc, les fausses démocraties qui vont pouvoir nous déblatérer par des algorithmes, souvent mensongers, des tas d'informations et puis aussi d'accentuer le matraquage, de leur idéologie. Mmh. Est-ce que c'est mentionné dans la bande dessinée? Oui, c'est-à-dire que d'une manière ludique, justement, je traite des tas de sujets qui vont de la vie au quotidien ou, à l'éducation. Ah ben là, vous voyez une vidéo sur l'emploi et puis terminer par l'avenir, quoi. Et puis, l'idée, ça a été comme les lecteurs ou les auditeurs pourront voir, quoi, sur des petites boutades, quoi. Il y a un moment donné, il y a donc mon héros, Kevin, qui est en face d'un neurologue et puis le neurologue va lui enlever son cerveau, quoi, parce qu'il lui dit mais il ne sert plus à rien, quoi. Donc voilà, c'est aussi des petits clins d'œil, quoi. Aussi, tout ce qui peut être aussi au niveau affectif, relationnel, quoi. Donc c'est voilà, donc la petite BD qui passe, quoi, avec notre petit robot qu'on a humanisé pour qu'il soit sympa, quoi. Donc l'idée, c'est vraiment d'avoir quelque chose qui soit léger mais caustique. Bon, parce que c'est vrai que l'époque est quand même super anxiogène, donc on ne voulait pas en rajouter, mais mine de rien, faire passer tout doucement à travers des dessins, puis il y a aussi pas mal de textes, des informations pour en savoir plus, pour avoir aussi son sens critique qui soit aiguisé, quoi. Et j'ai rien inventé, c'est-à-dire que tous les faits que je peux évoquer aux informations sont sourcés, quoi. Donc, je les mets, et puis pas, bien sûr, sur des soi-disant sites ou revues qui pourraient être catalogués comme, pour reprendre à la mode, complotistes. Non, non, par des grands quotidiens comme Le Monde, en fait, ou TV5. Donc, voilà. Et puis, avec des grands spécialistes, quelquefois, qui sont à l'origine de l'intelligence artificielle, qui se sont dit, ouais, il y a vraiment pas mal de dangers, et puis qui ont eu envie de parler de ces problèmes. Vous l'utilisez vous-même, l'IA? Non, pas tellement, non, même pas du tout, parce qu'on fait, j'ai essayé dernièrement, parce que comme je suis aussi rédacteur pour des revues et puis pour des entreprises, j'ai essayé de voir de confectionner un article, je lui ai donné, et ça donnait quelque chose d'insipide. Parce qu'en fait, le problème, surtout dans la culture et dans la création, c'est que comme l'IA reproduit un mode de pensée, et puis qui va techniquement, il va être très bon, quoi. Par contre, il n'y aura pas d'âme, il n'y aura pas d'émotion, quoi. Donc, ça donne quelque chose qui est complètement insipide, qui est même pour des gens un petit peu critiques et qui va être rejeté, quoi. Mmh. Vous pensez qu'on peut en faire une alliée finalement? Tout dépend comment on l'utilise. Je suis un petit peu sceptique, quoi, hein, c'est vrai. Bon, on peut l'utiliser un tout petit peu pour des recherches, mais en fait, c'est pour du gagner de temps. Par exemple,
il y a un domaine, c'est un médecin ami qui me parlait, quoi. C'est-à-dire qu'il y aura bientôt des algorithmes qui vont accentuer la corruption des médecins, quoi. Avant, c'était les labos. Maintenant, c'est des algorithmes qui ont été créés par les labos, quoi, qui va justement envoyer pas des fausses informations, mais qui va inciter tel ou tel médicament au lieu d'un autre, quoi. Vous voyez, donc c'est vrai que ça a vraiment ce danger-là aussi, quoi, d'accentuer quoi cette pression économique et puis une atteinte à la liberté, quoi, ça c'est sûr, quoi. Donc Parce qu'il y a des pays, oui. Vous n'êtes pas très confiant. Allez-y. Non. Alors après, ce que je me dis, moi, en éternel optimiste, je me dis qu'ils ont, tous ces créateurs, ont pas comment dire, des tas de comment la maintenance ne suit pas. C'est-à-dire qu'ils ont des beaux projets, mais dans le quotidien, bah, ça ne suit pas. C'est-à-dire qu'à titre d'exemple, je vois, nous, on est en Bretagne et le réseau Internet dans les campagnes est obsolète, il est vieillissant et la moindre tempête, blop, on l'a connu ça en 2013, boum, ben, tous les poteaux sont par terre et ça nous prive aussi d'Internet, quoi. Il y a dans un autre domaine, il faut le savoir que l'intelligence artificielle consomme beaucoup d'énergie, quoi. Un seul data center, donc, qui est donc les endroits gigantesques où toutes les sources, toutes les infos sont stockées, consomme l'équivalent d'une ville de 50 000 habitants. Donc, c'est-à-dire que si on voulait généraliser l'intelligence artificielle, il faudrait des tas de data centers et aussi voire des centaines de centrales nucléaires, quoi. Et quand on voit déjà les problèmes des centrales nucléaires en France ou ailleurs, quoi, on se dit que c'est pas possible, quoi, hein. Donc il y a aussi ça, quoi, aussi des réserves de minéraux rares qui vont aussi se raréfier, quoi. Donc c'est-à-dire que il y a là, pour l'instant, malheureusement, on est vraiment dans l'œil du cyclone, c'est-à-dire qu'effectivement, il y a des tas de professions qui subissent c'est l'intelligence artificielle ou qui sont moins sollicitées, quoi. On est aussi dans un matraquage médiatique, un flicage phénoménal, donc avec des tas de caméras qui sont installées. Alors, j'espère qu'on ne va pas passer comme en France, comme en Chine ou en Corée du Sud, où là-bas, ce qu'il faut savoir, c'est que même si vous êtes à la campagne, il y a des tas de caméras qui vous suivent. Il n'y a plus de magasins, ou de moins en moins, palpables. C'est des robots qui vous vendent des produits, quoi. Il y a aussi, il n'y a plus de monnaie physique, quoi. Tout est une monnaie numérique, quoi. Donc voilà. Mais bon, je crois qu'il faut rester optimiste, c'est-à-dire que il y a vraiment un mauvais cap à passer, quoi. Et puis il y a aussi un refus, quoi, de ce qu'est l'intelligence artificielle qu'il faut avoir tel qu'on nous le propose. Donc, vous soulevez là un paradoxe de notre époque. On promeut l'IA à tout crin et on nous parle d'écologie tous les jours. Oui, c'est ça, c'est-à-dire qu'il y a vraiment un double langage, c'est-à-dire que comme pour les labos pharmaceutiques, on parle de tas d'informations, tas de domaines qui arrangent en fait ces gens-là, quoi. Par contre, ce qu'on oublie de dire, c'est que il y a au Congo notamment des tas de gamins qui sont devenus des mineurs, quoi, parce que c'est vrai que c'est beaucoup plus facile d'aller dans des sous-terre pour des petits gabarits et qui sont exploités, quoi, qui à 12-13 ans travaillent, qui vont toucher quelques dollars par jour, quoi, et qui ont une espérance de vie déjà très minime, quoi. Donc ça, c'est vrai que ça, c'est vraiment aussi un autre problème. Très bien. Comment on peut commander votre BD, cher Christophe? Alors comme j'ai été censuré, j'ai été obligé de l'auto-éditer, donc il y a sur mon site un lien que vous pouvez donc cliquer, quoi. Et là, vous avez un paiement soit par PayPal ou soit par chèque, si vous voulez, avec mon adresse. Et puis, donc, je vous retournerai avec une superbe dédicace personnalisée, quoi. Donc, c'est quand même une BD qui
fait 90 pages avec du beau papier cartonné, et puis où on y apprend en s'amusant, quoi. Ça, c'est vraiment l'objectif qui a été initial pour cette BD, quoi. Je mettrai le lien en descriptif de cette vidéo. En tout cas, c'est une très belle idée cadeau. Si vous n'avez rien à ajouter, je vous dis un grand merci, Christophe Tricard. Ok, oui, Tricard. Hein. Donc, comment dire, merci Stéphanie. Et puis, encore félicitations pour votre émission qui est super réussie, quoi, et c'est vraiment sincère. Hein. Merci beaucoup, Christophe. Vive la Bretagne et vive la BD, bien sûr. À bientôt. Ok, oui. Merci.